Emmanuel Beretta, bonjour. Bonsoir. Monsieur Beretta, bonjour. Bonsoir, Madame Le Pen. Écoutez, je vais vous proposer de faire une interview un petit peu imaginaire, mais pourquoi pas. Nous sommes en juin prochain. Vous êtes présidente de la République. Et je vais vous demander d'essayer d'imaginer comment vous allez dérouler votre programme. Alors d'abord, il vous faut choisir un Premier ministre. Vous n'avez encore jamais gouverné. Qui choisissez-vous qui puisse, disons, un peu rassurer les Français, parce que c'est nouveau? Monsieur, d'abord, vous savez qu'il faut que les élections législatives aient eu lieu. Oui. Et que, à la différence de vous, comme je ne suis pas Madame Irma, et je ne peux pas mettre mon turban sur ma tête pour vous dire quelle est la majorité et quelle forme prendra-t-elle, c'est-à-dire qu'est-ce que les Français décideront. Je me soumettrai au fonctionnement de la Ve République. Mais pour répondre à votre question, et pour rassurer les Français, il y a autour de moi énormément de gens qui sont de grands talents et de grandes compétences. Et c'est si vrai, si je puis me permettre, que j'ai été la seule dans la classe politique française à poser un diagnostic qui s'est révélé absolument exact sur la crise financière. J'ai été la seule à indiquer la manière dont les choses allaient se dérouler. Et elles se sont déroulées exactement de la manière dont je l'avais prévu. Et je n'ai pas la science infuse, monsieur. C'est parce que j'ai autour de moi des équipes d'experts, des équipes d'économistes qui sont au plus près de la situation et qui ont une lucidité que peut-être d'autres n'ont pas. Je pensais à M. Cotta, un économiste qui semble inspirer votre volonté de sortir de l'euro. Est-ce qu'il pourrait faire partie de votre gouvernement? Mais bien sûr, mais M. Cotta, il n'y a pas que lui, M. Rosa, M. Sapir, M. Norman Palma, et puis un certain nombre d'autres qui sont d'autres... ils disent qu'on n'a pas de lien avec le Front National. Non, mais ça n'est pas le problème, M. Mazerolle. Tous ces économistes ont raison sur toute une série de points et je partage leur avis. Ils ne vont pas, évidemment, me le reprocher. Ils vont en être probablement heureux. Bon. Mais moi, je compte faire un gouvernement d'union nationale. Je pense que tous ceux qui sont patriotes, tous ceux qui pensent comme moi que la solution passe par la structure nationale, par un patriotisme économique, par le retour de l'autorité de l'État, d'un État stratège qui ne dirige pas l'économie, ça je laisse ça aux socialistes, mais qui met en place les conditions du développement d'une économie libre en s'appuyant sur les PME, sur les PMI, sur les TPE, sur les commerçants. Tous ces gens-là qui sont attachés à la liberté et à la souveraineté ont leur place à mes côtés. Par exemple, des gens comme Lionel Lucas, enfin toute la droite pop... Le problème de la droite pop, comme vous dites, c'est que je pense que c'est un slogan publicitaire. Je ne sais pas quel est le niveau de sincérité de ces députés. Quand même. Non, je vous le dis très clairement. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent un discours, mais ils votent systématiquement l'inverse. Ils tiennent le discours de la liberté et de l'autorité, mais ils votent la suppression des policiers et des gendarmes. Ils tiennent le discours de la liberté et de la souveraineté, mais ils votent le traité de Lisbonne. Bon, rien que ça, permettez-moi de les juger quand même assez durement. Mais ils peuvent s'améliorer. Hein. Je reviens à mon hypothèse de départ. Vous êtes à l'Élysée. Par quoi vous commencez? Quelle est votre première décision? Ma première décision consiste à mettre en place un ministère transversal des souverainetés, dont l'objectif sera de retrouver en tout domaine la souveraineté de la France et par conséquent de se rapprocher de nos partenaires européens pour renégocier les traités européens. Quand vous Schengen, le Maastricht, etc. Quand vous sortez de l'euro, est-ce que c'est un acte unilatéral de la France qui dénonce un traité ou est-ce que c'est une sortie négociée avec des partenaires européens? Ça a toujours été mon objectif et je l'ai toujours dit. Je pense qu'il faut anticiper la sortie de l'effondrement de l'euro plutôt que de la subir. Et j'ai toujours voulu le faire dans le cadre européen. J'ai dit d'ailleurs, j'ai même proposé que le couple franco-allemand prenne la tête en quelque sorte de cette organisation qui viserait ensemble, avec tous les pays de la zone euro qui le voudraient, à retrouver nos monnaies nationales sur une durée de 6 mois. Ça, c'est l'hypothèse où effectivement tout le monde est plus ou moins d'accord pour sortir. Si les Allemands refusent, Ah mais si, il y aura peut-être d'autres pays qui le voudront. Il faudra, je crois, organiser d'ailleurs un référendum. La réalité dans les pays. Et je vois que Nicolas Sarkozy méprise souverainement la démocratie puisqu'il a œuvré pour que le référendum grec n'ait pas lieu. Bon, ce qui quand même démontre une curieuse conception de la démocratie. Il y avait une petite urgence vis-à-vis des marchés, je crois que c'était plus ça. L'urgence, c'est qui surtout le de passer gênait. au-dessus de la tête des peuples. Hein, et ça devient systématique maintenant. L'Europe ne fonctionne plus sans les peuples comme elle l'a fait longtemps.
représentants, mais contre les peuples. Enfin, et ça, c'est une véritable difficulté. Ou dans un pays, c'est pas vous qui le déciderez. Mais bien sûr que non, monsieur. Mais encore une fois, Alors, moi, je compte passer par la négociation. Mais s'ils ne veulent pas, bon, est-ce que je vais me jeter de la falaise avec l'ensemble des autres pays? Non, je ne le ferai pas. Par conséquent, je mettrai toute mon énergie, et je pense très honnêtement que d'ici quelques mois, beaucoup de pays auront fait une croix sur l'euro. Madame Le Pen, moi, on voudrait comprendre. Si les autres n'acceptent pas, on reste dans l'euro? Non, on sort de l'euro. On sort de l'euro unilatéralement. Ouais, voilà. D'accord. Voilà. Parce qu'on ne veut pas mourir avec les autres. Dans votre programme, il y a une parité entre le franc et l'euro. Oui. Vous dites pour un franc, on imprimera autant de francs qu'il y a d'euros et on estime qu'un franc vaudra 1 euro. Mais comment vous arrivez à cette parité? Comment on est arrivé à la parité? Un franc égale 1 euro égale 6,50. Voilà. On le décide. La parité, ça se décide. C'est-à-dire que, pourquoi je veux ça? Je veux ça parce que je ne veux pas de valse des étiquettes. Je ne veux pas que les commerçants s'arrachent les cheveux de la tête. Je ne veux pas que les prix augmentent comme ils ont augmenté lors du passage à l'euro. C'est une noble préoccupation parce qu'effectivement, ils ont augmenté. Je ne veux pas que les PME, PMI soient totalement déstabilisés. Et il est évident que les Français n'y perdront rien, contrairement à ce que disent les uns et les autres qui cherchent à leur faire peur. Puisqu'on me dit, ah mais vous vous rendez compte, si je gagne 1 500 € par mois, je gagnerai 1 500 francs. Oui, mais la baguette de 1 euro sera à 1 franc. Et votre loyer de 500 € sera à 500 francs. C'est le marché des changes qui va nous dire combien vaudra 1 franc. Oui, mais monsieur, encore une fois, c'est pas tellement moi je suis pour la mise en place d'un étalon polymétallique. Parce que je pense qu'il est utile de nous accrocher à la réalité, puisque c'est l'abandon de la réalité qui a entraîné le développement de cette économie virtuelle, de cette financiarisation de l'économie qui aujourd'hui est en train de tuer nos emplois, d'enrichir un tout petit nombre et de ruiner l'immense majorité des autres. Quand est-ce qu'arrivent les lois de nationalisation des transports et de l'énergie? Alors d'abord, au bout de 6 mois, 5 mois? Oui, quand on aura déjà rétabli un minimum nos finances. Parce que sinon je vais présenter le 12 janvier prochain un plan de désendettement de la France. Je serai la seule candidate à le faire. Et pour cause. Puisque la réalité, c'est qu'avec les mesures que propose le Parti Socialiste et les mesures que propose l'UMP, dont on voit qu'elles ne sont absolument pas applicables d'ailleurs, vous vous souvenez que le Parti Socialiste a quand même fait son projet, son programme... Sur une base de croissance qui était... de 2,25, alors qu'elle vient encore d'être réduite à 0,3. Moi, je dis qu'elle sera à 0. Quant à l'UMP, ils avaient basé leur budget sur 1,75. Ils ont été obligés de le réduire au fur et à mesure. Alors, où est-ce que vous allez couper, en gros, je vais couper, je vais faire des économies. Je vais faire des économies sur l'immigration. Je vais faire des économies sur l'éducation. Non, sur la contribution nette que nous versons à l'Union européenne. Je vais faire des économies sur la fraude sociale. Je vais faire des économies sur les dérives de la décentralisation. Parce que je suis en accord avec Monsieur Séguin qui avait, dans le cadre de plusieurs rapports différents, indiqué qu'il y avait une véritable dérive de la décentralisation qui coûtait 4 milliards d'euros par an supplémentaires. Je vais mettre en place la transparence dans tous les domaines. Et en premier lieu, dans le fonctionnement des syndicats aussi, voyez-vous, parce que les partis politiques sont soumis à la transparence financière, mais les syndicats, c'est l'opacité financière totale. Il y a eu un petit mieux qui est arrivé en 2008, sauf que pour l'instant, personne, semble-t-il, ou en tout cas, tout le monde ne respecte pas cette règle de transparence financière. Est-ce que vous ferez une réforme de la fiscalité ? Oui, je l'ai dit, je vais faire une réforme de la fiscalité parce que, incontestablement, il y a une dérive, là encore, qui fait que l'intégralité du poids de la fiscalité pèse aujourd'hui sur le travail et pèse aujourd'hui sur les classes moyennes et les classes populaires. Bon, cette analyse a été faite, c'est une injustice et par conséquent, il faut répondre à cette injustice. Donc, si alors d'abord, les PME, PMI,
parce que là aussi, c'est sur elles que pèse une grande partie de la fiscalité. Vous faites baisser les charges, on met en place une fiscalité progressive sur les PME, PMI, avec le but, bien sûr, d'alléger leur fiscalité, étant entendu qu'il va falloir que les grands groupes jouent le jeu. Et nous prendrons les lois pour que les grands groupes cessent de faire de l'optimisation fiscale et se retrouvent, comme le groupe Total, par exemple, à ne pas avoir versé 1 euro d'impôt en 2009. Oui, d'accord, mais pour un groupe qui fait 10 milliards de bénéfices... Oui, ça ferait rentrer de l'argent dans les caisses. Et qui quand même, excusez-moi, et qui quand même s'est toujours servi de l'État, parce qu'il faut quand même se souvenir de ça, c'est quand même l'État qui aide Total en toutes circonstances à se développer, à obtenir des marchés à l'étranger, etc. etc. Donc, 30 secondes. Donc, si je comprends bien, vous commencez par baisser les dépenses publiques pour ensuite investir dans les transports, dans l'énergie, oui, je dans pense la justice, dans l'armée. Oui, avec des sommes dont vous vous apercevrez d'ailleurs qu'elles ont été raisonnables, parce que je tiens compte, évidemment, de la situation d'endettement. Mais moi, je sors de l'endettement en rendant à la Banque de France sa prérogative essentielle qui consiste à prêter au Trésor sans intérêt. Je reviens sur la loi de 1973, qui aujourd'hui donne le monopole au marché, et c'est ça qui est à l'origine, entre autres, de notre endettement. Dernière question, vraiment, alors, 10 secondes. Comme vous allez mettre en place la préférence nationale, il faut changer la Constitution là aussi. Quand est-ce que vous faites le référendum là aussi ? Le plus vite possible. Le référendum, le plus vite possible. Référendum pour intégrer, quasiment entre autres, la priorité nationale, mais aussi le septennat non renouvelable. Septennat non renouvelable. Merci, Étienne. Marine Le Pen, on va marquer une pause pour le journal de 19h et ensuite vous avez le débat sur l'Europe avec Jean Leonetti, le ministre chargé des Affaires européennes. A tout de suite.